La radio des Français dans le monde présente les assises de la protection sociale des Français de l'étranger. françaisdanslemonde.fr. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Serge Mussetti. On parle des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Serge, bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, un média que tu découvres à l'occasion de cette interview. Mais je pense que tu devrais te régaler avec nos différentes interviews. On passe notre temps à voyager aux quatre coins du monde. Ça nous fait un point commun. Bonjour, merci de m'accueillir. Un sacré CV, 40 ans de carrière, la moitié de passé à l'international. Et on va faire un petit tour d'horizon ensemble des différents postes que tu as pu avoir. Ancien ambassadeur, déjà. Une belle expérience. Un petit mot sur ces expériences d'ambassadeur? Ma première expérience a été une expérience très très éprouvante puisque j'étais ambassadeur en République centrafricaine lors du coup d'État et du début de la guerre civile jusqu'au lancement de l'opération Sangaris. Et ensuite, j'ai été nommé à Djibouti où là aussi, nous avons été confrontés aux attentats des kebabs et à la guerre du Yémen. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Non, mais elle est passionnante, elle est intéressante, elle est stimulante. Consul général, directeur de cabinet des ministres d'État, sous-directeur de l'administration des Français, sacré parcours à des postes importants. Cette sensation d'avoir fait avancer les choses pour les Français de l'étranger, on rappelle qu'ils sont à peu près 3 millions, on n'a pas le chiffre précis, important de travailler pour eux. Dans le propos introductif que je me suis livré au début des assises, j'ai dit que le métier de consul général était un des plus beaux dans l'État parce qu'il permet d'approcher au plus près de la dimension humaine du service public. Et quand on traite des questions des Français de l'étranger, si on n'aime pas cette approche sociale, si on n'aime pas rendre service, si on n'éprouve pas une satisfaction quand on trouve une solution à un problème compliqué qu'on nous a donné, eh bien, on éprouve une frustration. Et avec nos équipes, justement, nous essayons de faire en sorte que cette frustration, eh bien, soit jugulée ou n'existe pas. Et c'est ce qui m'a intéressé, justement, dans les différents postes que j'ai occupés. Chaque fois, nous avons essayé de trouver des moyens de simplifier la vie des Français de l'étranger et faire en sorte qu'ils puissent obtenir le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions des réponses aux questions qu'ils se posaient, qu'il s'agisse d'obtenir un document administratif ou qu'il s'agisse d'obtenir une allocation, une aide à laquelle ils pouvaient prétendre. Notamment le réseau informatisé, la création de listes, la fluidité. Alors ça, c'est une des satisfactions les plus vives que j'ai éprouvées puisque en 2002 à 2007, j'étais à l'administration centrale et nous avons, avec notre équipe, créé le réseau d'administration consulaire informatisée qu'on appelle Racine et qui a permis, en agrégeant tous les fichiers de tous les postes, eh bien, de créer une base mondiale qui permet aujourd'hui, eh bien, de pouvoir obtenir des services en ligne. Alors, justement, en ce moment, en écoutant la radio des Français dans le monde, en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on parle de la modernisation des services consulaires, la possibilité sur certaines zones du monde de commander son passeport en ligne. Tout ça, ça avance. Il y a un vrai travail. D'ailleurs, la France est très puissante pour ses ressortissants français de l'étranger. Un petit cocorico, ça mange pas de pain. Oui, c'est sans doute le pays du monde qui apporte le plus grand nombre de services, que ce soit en matière administrative ou dans des services annexes à portée sociale à ses ressortissants à l'étranger. Simplement, il faut contrebalancer le côté technique par une approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus humaine, qui tienne compte des situations personnelles. Que l'on arrive à
à mettre en ligne un certain nombre et en équation un certain nombre de services administratifs pour obtenir des pièces ou des documents, c'est une très bonne chose, à condition que ça permette de dégager du temps pour les agents pour s'intéresser davantage à des questions qui nous obligent à entrer dans l'intimité de la vie de nos compatriotes. Et ça prend du temps. Ça ne s'improvise pas. Il faut avoir la fibre sociale. Et il faut avoir envie de trouver des solutions, parfois innovantes, parce que toutes les situations ne correspondent pas toujours à ce qui est prévu très exactement par les textes. Il faut innover, il faut proposer, il faut imaginer, il faut créer et trouver la bonne solution qui permette, coups humains. Et c'est une solution qui ne s'applique qu'à une seule personne et qui souvent n'est pas transposable, qui permettra de faire en sorte qu'elle éprouvera une satisfaction. Serge, la radio des Français dans le monde prépare un dossier spécial sur les clichés de l'expatriation. Bizarrement, on parle rarement de ces 3 millions de Français qui vivent hors du territoire. Tu as souligné par exemple que régulièrement, au moment des vœux, le président ne les salue pas. D'ailleurs, même pour les Outre-mer, on les oublie un peu parfois. Pourquoi on n'utilise pas cette diaspora? Est-ce qu'on peut parler de diaspora à travers le monde des 3 millions de Français? D'abord, j'ai simplement signalé que sur ces 20 dernières années, on avait oublié parfois de saluer les Français de l'étranger lors des vœux. Cette diaspora est terriblement diversifiée. Elle est terriblement diversifiée d'abord d'un point de vue géographique. Ça, c'est une évidence. Et même à l'intérieur de certains pays ou de certaines régions, il y a des disparités très très importantes. Prenons les États-Unis, prenons le Brésil, prenons l'Australie. Mais en même temps, il y a des disparités sociologiques extrêmement, je dirais, vivaces, parce que tous les Français de l'étranger, ne fuient pas, contrairement à ce que beaucoup croient, leur pays pour des raisons fiscales. Il y en a qui sont extrêmement pauvres. Considérez par exemple à Madagascar, où la plupart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, il y a une grande partie de nos compatriotes qui vivent aussi au-dessous du seuil de pauvreté. Lorsque j'étais consul général à Rabat, j'ai été confronté une fois à une situation tout à fait particulière d'une famille qui vivait dans l'Atlas, dont les enfants avaient une dizaine d'années, qui n'avaient jamais été scolarisés dans le service d'enseignement français à l'étranger, ils n'avaient même pas été déclarés à l'état civil. Donc on est confronté ici ou là à des situations rares, il est vrai, mais tout à fait curieuses, tout à fait surréalistes, et c'est là qu'il faut intervenir, comme je le disais tout à l'heure, pour faire en sorte que ces Français un petit peu désorientés et puis puissent retrouver, je dirais, leur place dans la communauté nationale. Est-ce que finalement, ça n'est pas à l'occasion des Jeux Olympiques et notamment de cette cérémonie d'ouverture que les Français du monde entier ont pu bomber le torse en disant « c'est ça la France, c'est ça nos valeurs, c'est un pays un peu différent des autres quand même ». C'est rare d'être un peu fier de son pays. Alors, ils ont pu peut-être le faire, mais ça, c'était une manifestation très, très exceptionnelle. Ils peuvent également le faire le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre. Et je me suis aperçu, dans tous les postes où j'ai été, que les Français de l'étranger ont une fibre patriotique extrêmement importante et ils ne boudent pas ces cérémonies, contrairement à d'autres. Et ils considèrent que c'est une façon pour eux, de renouer avec leur pays, de se rassembler, de montrer qu'ils ont des liens, plus encore que au 14 juillet où il y a des fêtes, etc. Les cérémonies patriotiques, le 8 mai, le 18 juin, le 11 novembre, ont des caractéristiques un petit peu différentes. Et je me suis toujours attaché à célébrer ces dates avec nos compatriotes dans le respect de
du sacrifice qu'ont fait nos aînés, et faire en sorte que, eh bien, ils puissent se sentir ce jour-là comme des membres à part entière d'une communauté nationale qui en plus, eh bien, met aussi en exergue la fraternité d'armes. Vous parliez tout à l'heure du Maroc, la fraternité d'armes avec des ressortissants étrangers, des contextes de souveraineté différents, qui ont partagé les souffrances et notre volonté de retrouver notre liberté lors des 2 conflits mondiaux. Direction maintenant les assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Tu interviens en tant qu'expert avec une perception fine des problématiques, un technicien de l'activité consulaire. C'est important aujourd'hui d'écouter les idées, de souligner les bonnes idées, de voir comment le système peut s'améliorer. Alors, il est vrai que lors des sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger, ces questions sont évoquées. Elles sont évoquées aussi à l'échelle des postes et naturellement, elles sont évoquées à l'administration centrale. Il y a 3 niveaux de perception, l'administration centrale, les postes et les individus. Mais il est bon aussi de donner la parole aux intéressés, à nos compatriotes, et bien pour qu'ils donnent leurs sentiments et qu'ils fassent aussi un petit examen, autrement que lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés personnelles ou qui sont au guichet de nos postes consulaires, mais qu'ils réfléchissent aussi à ce que pourrait être la protection sociale, expression que j'aime pas beaucoup, j'ai dit tout à l'heure qu'elle ne correspondait pas tout à fait au sujet, mais ce que pourrait être la protection sociale dans les années futures. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on dépasse un petit peu le rapport des difficultés que chacun a pu rencontrer dans ses relations avec l'administration, mais qu'on prenne un peu d'altitude. Mmh. Et en prenant de l'altitude, qu'on sorte aussi de cette logique diabolique qui voudrait que tout irait mieux si on avait plus d'argent. Ouais. Je crois qu'il faut faire du mieux, mais pas forcément du plus. Voir, mesurer ce qui aujourd'hui marche bien, ce qui pourrait marcher mieux, ce qui pourrait être changé aussi. Il y a peut-être des choses à revoir fondamentalement et à faire preuve d'imagination. Je crois que le contexte s'y prête aujourd'hui où nous réfléchissons beaucoup à ce que pourrait être le budget de l'année prochaine et les tendances dans les années futures. Eh bien, voir comment nous pourrions améliorer fondamentalement le système, mais également pour faire en sorte que ce système, eh bien, réponde mieux aux attentes de nos compatriotes. Alors je comprends bien, il y a des sujets importants aujourd'hui, les seniors, la scolarisation des enfants handicapés, les sociétés françaises de bienfaisance, les bourses scolaires. Voilà, l'idée c'est de dégager des synthèses, des pistes pour en effet faire mieux, pas forcément avec toujours plus d'argent comme on peut facilement le réclamer. Tout ça va nous amener jusqu'à octobre prochain. Du coup, d'ici là, tu suis les différents échanges et tu as déjà une petite idée du rapport final qui va se profiler ? Non, pas du tout. D'abord, il faut que nos Français s'expriment, nos compatriotes s'expriment, qu'ils le fassent de la façon la plus libre possible. Et je crois que la synthèse n'aura de véritable sens et n'apportera de véritables contributions que si justement on dépasse le simple catalogue des difficultés qu'on connaît déjà finalement. Mais essayer de voir aussi comment on peut s'affranchir d'un certain nombre de procédures administratives françaises qu'on croit ne pas pouvoir modifier et que l'on doit pouvoir appliquer à l'étranger. Je crois qu'il faut se débarrasser de ces carcans, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il faut être agile, il faut essayer d'être extrêmement souple. Lorsque j'ai commencé
à l'administration des Français de l'étranger, on était sur la lancée de poursuivre ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire des décrets, des circulaires, des arrêtés, et qui étaient extrêmement précis. Parce que dans l'administration française, chaque fois qu'on crée un principe, on est bien obligé d'assortir sa rigidité et bien d'un certain nombre d'exceptions, multiplier les conditions, et on finit par perdre de vue je dirais, l'objectif de départ. Et pour poursuivre ce que j'étais en train de dire, on s'est aperçu que finalement, il fallait définir plutôt des cadres qui permettent aux chefs de poste de prendre des initiatives et de leur laisser la liberté de pouvoir intervenir et de prendre en compte les situations toujours différentes qui s'imposent à eux. Je crois qu'aujourd'hui, notre dispositif est excellent, il est remarquable, mais il est trop compliqué et il est trop lourd. Je dirais la volonté de bien faire, la volonté de faire de la haute couture, d'essayer de trouver dans les textes les réponses qui pourront être fournies à chaque situation, ça ne marche pas. Il faut laisser de la marge de manœuvre. Et je pense que le fait justement d'avoir confié la présidence des comités consulaires aux élus, eh bien, peut peut-être permettre de trouver des réponses innovantes. Serge, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qui vivent aux quatre coins du monde, eh bien, qu'ils peuvent faire vivre la démocratie, qu'ils ont leur rôle de citoyen pour prendre la parole dans le cadre de ces assises. Je vous renvoie aux différents podcasts que la radio des Français dans le monde vous propose. Et puis, Serge, on se retrouvera pour le débrief, du coup, voir un peu quelles sont les belles et grandes idées qui ressortiront au cours de cette année 2025. Merci d'être venu sur la radio. C'était la première fois. Un plaisir. Merci, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.